À l'évidence, Samuel est à l'origine un enfant des favelas. Aujourd'hui, Samuel vit dans le Détroit avec sa mère, Mayla, et ses deux sœurs, Mandy et Miranda, qui comme tous les matins ne vont pas en cours, mais à leur habitude passent leur journée à scroller sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp et bien d'autres. Assises toutes les deux, l'une à côté de l'autre, à partager des commentaires, des comptes fans qu'elles suivent entre sœurs, à deux, toutes les deux de dos à la cuisine, la lumière du soleil, assise sur le mobilier des chaises noires du Corbusier. Par la fenêtre entr'ouverte, la clarté du soleil illumine la table de verre, ornée d'un centre de table en tapisserie de soie rouge, recouverte de dorures, et d'argenterie, et d'un vase en cristal blanc, sculpté à la main, dans lequel s'y trouvent des oiseaux du paradis, des iris blancs, et des bambous verts, disposés de manière simple, des roses noires, et naturellement, des roses tout aussi roses qu'elles ne devraient l'être naturellement. Naturellement disposés, les bambous, les roses noires, les roses rouges, les roses blanches, des roses d'une certaine couleur, disposées naturellement, tout naturellement que les fleurs sont disposées, les oiseaux du paradis, la tapisserie rouge, les dorures et les argenteries, les oiseaux du paradis, les iris, les roses noires, les roses rouges, les roses bleues, toutes ces fleurs de couleurs improbables, dans le vase qui a été sculpté main. Ce vase qui a été sculpté main, ce vase qui a été fait par les propres mains de Mayla, la mère de Mindy et Miranda, ainsi que de Samuel. La mère de Miranda, Mindy et Samuel, ainsi que de Max, leur jeune frère qui ne se montre quasiment jamais, caché dans sa chambre où se trouve son lit sur la gauche, la porte fermée, toujours fermée, sur laquelle il a mis un poster. Cette chambre fermée sur laquelle on peut voir une tringle qui est recouverte de vêtements, par-delà la tringle autant que sur les cintres, par-delà la tringle autant que sur les cintres, on peut y voir les vêtements de Max. Une armoire sur le côté, une seconde armoire sur le côté, une table de nuit en verre et en bois massif, une table de nuit en bois massif qui a été sculptée par les propres mains de Mayla, encore une fois. En tant que sculptrice, elle sculptait ses propres meubles. La dernière fois qu'elle a fait appel à quelqu'un pour pouvoir renouveler son intérieur, c'était au Corbusier. La dernière fois qu'elle avait fait appel à quelqu'un pour pouvoir renouveler son intérieur, un architecte d'intérieur, comme elle le disait. La dernière fois qu'elle a fait appel à quelqu'un, c'était le Corbusier. C'était il y a fort longtemps. Max, dans sa chambre, attendait impatiemment de se préparer. Il regardait ses mangas, Jujutsu Kaisen, GTO. Il en regardait d'autres. Sukenrock, Jujutsu Kaisen, GTO. Il en regardait beaucoup, les uns après les autres. Il en regardait certains dont il ne connaissait encore les noms, dont il n'avait pas toute la collection, certains qu'il regardait. Certains dont il ne connaissait même pas les noms car les noms étaient écrits en japonais, en chinois, ou encore en une langue qu'il ne comprenait pas. Le vase en cristal blanc, sculpté main
par les mains et les propres mains de Maëla, celui qui avait été sculpté par sa propre main, par sa propre vision, sa vision des choses, la vision qu'elle avait de ce qu'elle voulait obtenir à la fin. Ce vase en cristal blanc, sculpté main par les mains de Maëla, celle qui avait une vision de ce qu'elle voulait obtenir comme intérieur, comme meuble et comme mobilier, sur lequel s'y trouvaient des oiseaux du paradis, des iris blancs, des bambous verts, disposés de manière simple, et des roses noires, et naturellement des roses roses, tout aussi présentables que les roses noires. Pendant ce temps, dans la cuisine, Maëla, un couteau à la main, coupe sur le plan de travail de nombreux fruits exotiques, melons, kiwis, ananas, mangue, papaye. Cette salade de fruits, survoltée d'un coulis de figuier, accompagnée de figues de Barbarie, est alors entre les mains de Maëla, puis apportée à table, les figues de Barbarie dans un saladier, la salade de fruits dans un bol sculpté main par Maëla, fait de bois massif, ce bol dans lequel se trouve la salade de fruits, les figues de Barbarie dans un saladier fait de verre qui a été sculpté main. Entre les mains de Maëla, le saladier avec les figues de Barbarie. À côté des pancakes, le saladier avec la salade de fruits, le saladier en bois, sculpté main par les mains de Maëla, est donc déposé à côté du bacon grillé, dont on pouvait sentir l'odeur se mélanger à l'odeur de l'encens, et de l'odeur des agrumes, du jus d'agrumes, du jus d'orange. À côté des pancakes, des figues de Barbarie, de la salade de fruits, ainsi que des deux saladiers, en bois, en argent, en verre et en porcelaine. Tous ces saladiers qui disposaient de la nourriture sur la table, en porcelaine, en bois massif, en argent, en verre ou en cristal, peu importe le matériau qu'elle travaillait. À côté des pancakes, le jus d'agrumes pressé, sain et naturel, se mélangeant à travers l'odeur de la pièce qui était de l'encens brûlé sur un petit support en bois. De l'encens brûlé naturel sur un petit support en bois qui était en train de brûler et de se mélanger à l'odeur du jus d'agrumes pressé, jus d'agrumes sain et naturel qui se mélangeait à l'encens. On pouvait sentir l'encens dans la pièce tourner autour de nous, tel un nuage, tel un vortex. On pouvait sentir l'encens tourner autour de nous, la chaleur qui passait dans notre nuque lorsqu'on sentait qu'on était dans le courant de l'encens qui tournait autour de nous. Autour de cet encens qu'il y avait dans la pièce, le jus d'agrumes pressé, sain et naturel, se mélangeait à l'odeur de l'encens. On pouvait sentir les agrumes se mélanger à l'encens qui brûlait sur son support. Derrière les fauteuils capitonnés, on pouvait apercevoir un écran télé, vaste et grand. Il avait été caché derrière qu'il se trouvait une porte. Derrière les fauteuils capitonnés se trouvait une porte derrière laquelle on pouvait voir qu'il y avait un écran. Un écran volumineux derrière lequel il y avait une porte qui avait été dissimulée, qui avait été cachée. Elle avait été cachée, elle avait été dissimulée par cet écran. Cet écran plasma avait dissimulé cette porte, mais pas pendant longtemps. Cette porte qui était dissimulée derrière l'écran plasma de 80 pouces, on pouvait le faire coulisser
et apparaissait derrière une porte en bois volumineux, une porte volumineuse en bois volumineux, en bois massif, du sapin pour être exact. Derrière eux, des fauteuils capitonnés, en velours rouge, dont l'odeur de l'encens tournait dans cette pièce, qui elle-même jonche les couloirs, sobres et obscurs. Ce décor face à une baie vitrée, menant à un couloir qui lui-même s'arrête à la porte close qui se trouvait derrière l'écran plasma 80 pouces, dans lequel se reflétait la ville de New York, le détroit, ainsi que la lumière du soleil. Cette porte en bois massif, derrière laquelle dans le couloir, qui mène et s'arrête à la porte close en bois massif, de la chambre de Samuel. Samuel qui était en train de se lever, de sortir de sa douche. En boxer noir, il sortait de sa douche et se préparait alors pour aller à l'école. Son sac juste à côté de la porte, derrière dans le coin. Son sac juste à côté de la porte. Son sac noir qu'il maintenait sur son dos la journée. Son sac noir qu'il maintenait sur son dos la journée. Un sac Nike noir à une lanière. Ce sac, pour autant normal, à travers lesquels il préparait ses cours. Il préparait ses cours tout en s'habillant, en boxeur, torse nu, en boxeur noir, torse nu. Il préparait ses cours, son cahier, un cahier bleu, un cahier rouge, un cahier vert, un cahier blanc et un cahier noir. Tous ces codes couleurs avaient un rapport avec ses cours. Rouge, vert, noir, blanc, bleu. Ces codes couleurs avaient un rapport avec ses cours. Les cahiers étaient de différents formats. Il les préparait. Il les mit alors au-dessus d'une pile de feuilles, en dessous d'un livre, un livre qu'il devait étudier. Le noir est une couleur. Un livre qui montrait la plupart des choses par rapport à des artistes qui ont fait des œuvres d'art tout en utilisant seulement le noir, la couleur noire et les couleurs obscures. Le noir est une couleur était un livre qu'il devait étudier pour l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, le cahier bleu qu'il mit dans son sac, avec des feuilles, format A4, qu'il mit dans son sac, ainsi qu'un bloc de feuilles, format A3, qu'il mit dans son sac. Son sac Nike était déjà bien rempli. Il mit ensuite le livre qu'il avait dû apprendre. Le noir est une couleur. Il mit ensuite des magazines sur lesquels il s'était renseigné, des magazines sur l'histoire de l'art, sur le contemporain, sur certaines œuvres, certains peintres, certains moments qui avaient pu perturber l'art et l'histoire de l'art, certains moments qui avaient pu perturber l'histoire de l'art contemporain, le pop art, la Renaissance, toutes ces époques qui ont perturbé l'histoire de l'art. Il les mit alors avec ce livre dans son sac. Son cahier bleu pour l'histoire de l'art, le rouge pour les maths, le vert pour le français, le blanc pour ses notes, le noir pour ce qu'il devait retenir et ce qu'il devait apprendre et réviser. Ce livre qu'il avait appris, qu'il avait lu, le noir n'est pas une couleur. Ce livre qu'il avait appris, qu'il avait lu, qu'il avait relu et relu encore et encore, afin d'en apprendre plus sur les œuvres noires, obscures et sobres qui étaient représentées dans le livre, sur la Renaissance, sur le pop art, sur le contemporain. Toutes ces œuvres, pour autant pas de la même époque, mais représentées dans le livre, il les mit alors, après l'avoir lu et l'avoir relu, dans son sac, avec son livre, ses magazines, son bloc de feuilles, format A3, ses stylos Bic, ses bics et ses stylos,
ses feutres noirs, ses crayons à plusieurs mines différentes, sa trousse noire, elles aussi, ses trousses noires, avec à l'intérieur un stylo bille, un bic à 4 couleurs, des stifs noirs et des crayons de différentes postures, des crayons gras, des crayons d'écriture, des crayons gris, des HB, des B8, des C9, cela dépendait du format. C9, B8, HB, B3, H3, H2, H1, cela dépendait du format. Il mit alors tous les crayons dans la trousse avec le stylo bille, ainsi que ses feutres noirs, son bic à 4 couleurs, et il partit avec un porte-mine, à la main, ses cours dans son sac, son cahier bleu, son cahier rouge, son cahier vert, son cahier noir, son cahier blanc. Ce livre, Le noir n'est pas une couleur, parlant du contemporain, du pop art, de la Renaissance. Ces 2 magazines sur lesquels il s'était renseigné, sur l'art, sur l'histoire de l'art. Il partit avec son sac, qu'il avait déjà préparé et mis sur le côté. Son sac qu'il avait préparé et mis sur le côté, ils se préparèrent face à son bureau, assis sur son lit. Ils se réveillaient lentement. C'est alors qu'ils posèrent les pieds à terre, ils se réveillaient lentement, ils posèrent les pieds à terre, se releva, regardait sa chambre, l'intérieur, il regardait sa chambre, l'intérieur, les murs blancs, l'affiche, la pancarte qu'il avait mis en tant que poster accroché au mur, la pancarte qu'il avait mis en tant que poster accroché au mur, une affiche qui représentait le monde, avec les légendes qui étaient écrites en bas, les légendes pour montrer les montagnes, les fossés, les lieux les plus sombres, les lieux les plus creux, les chaînes de montagnes, l'océan, les continents froids, les continents chauds, les peuples riches, les peuples pauvres. Cette carte qui était représentée géographiquement, accrochée à son mur, avec les 6 continents, ils la regardèrent un instant ainsi que la légende qui représentait les endroits froids, les endroits chauds, les endroits jonchés de montagnes, les chaînes de montagnes et les endroits pauvres et les endroits riches, les endroits remplis d'eau, les endroits aquatiques, les endroits où il y avait la faune et la flore, les endroits riches et les endroits pauvres, les pays dans lesquels il était déjà allé. Ils regardaient alors cette carte. Ils regardèrent alors un portrait de famille qu'il avait juste à côté de son lit, portrait de famille sur lequel il y avait son père, malheureusement décédé dans un tragique incendie. Un incendie qui a pris feu sur l'autoroute après un tragique accident qui lui a coûté la vie. Seulement Samuel porte encore le fardeau et le poids de cette origine, de l'origine de cet accident. Il en porte encore le poids de l'origine de cet accident sur son dos, car lui en est sorti indemne. Mais son père n'en est pas sorti indemne, et il n'eût pas réussi à le sauver à temps avant que la voiture prenne feu exactement à l'endroit où il se trouvait. Exactement à l'endroit où il se trouvait, chaque fois qu'il regardait ce portrait de famille. Il se remémorait tout ce qui s'était passé, la voiture qui en avait percuté une autre, le frontal entre les 2 voitures, la voiture dans le fossé, retournée sur le dos, la voiture qui prenait feu, leur voiture, son père qui ne réussissait pas à sortir, encastré dans la tôle, et lui qui regardait la scène sous la pluie, sur l'autoroute, les 2 voitures encastrées, la seconde voie sur laquelle le courant passait assez bien, on pouvait voir que les voitures y roulaient à toute vitesse. Juste à côté, le bruit des voitures, et cet accident qu'il se remémorait. Le cadre qui était de travers, qu'il remit droit avec ses 2 mains, en le repositionnant bien, car lui était déterminé à penser que les cadres de travers portent bel et bien malheur. Ses affaires qui étaient rangées sur sa chaise de bureau, son casque, ses clés de voiture, son casque de moto, sa veste de moto,
son sac par terre, la lanière sur le côté. Face à la fenêtre, les cheveux mouillés, le torse recouvert d'humidité, toujours en boxeur, regardant son sac qui était préparé. Face à la fenêtre, il se demandait ce qu'il pouvait faire de plus pour se préparer. Il réfléchissait alors un instant, se demandant ce qu'il pouvait faire de plus. Il avait préparé son sac. Il regardait alors son corps, son buste, ainsi que le boxer qu'il portait, ses jambes. Il descendit alors son regard jusqu'à ses cuisses, qui descendirent alors jusqu'à ses mollets, qui ensuite ils regardèrent ses pieds. Et du même mouvement, ils remontèrent des pieds jusqu'à ses mollets, jusqu'à ses cuisses, jusqu'à son ventre, ainsi que jusqu'à ses pectoraux. Ils regardèrent alors toute son anatomie, réfléchissant à ce qu'ils pouvaient faire. Ils se regardaient, mouillés, humides, sortis tout droit de la douche. Sortis tout droit de la douche, ils se regardaient, humides, mouillés, un essuie sur les épaules, un boxer qu'ils portaient, un boxer noir qu'il portait actuellement. Il regardait alors son reflet dans la vitre. Le soleil n'était toujours pas levé. Pourtant, d'un certain côté de l'appartement, on pouvait apercevoir le soleil, le coucher de soleil. Une infime clarté était en train de récupérer l'intérieur. Une infime clarté était en train de récupérer l'intérieur et d'éclairer ce qui s'y passait. Lui, dans sa chambre, il regardait le côté obscur de la ville encore plongée dans l'obscurité, dans la nuit. Le côté obscur de la ville encore plongé dans la nuit, à travers laquelle tout au fond on pouvait voir une infime horizon blanche, dans laquelle le soleil était en train de se lever. Le soleil était très loin d'être à son solstice. Une infime horizon blanche était en train de recouvrir chaque immeuble tout au fond du détroit, face à sa fenêtre, sa baie vitrée. Il ouvrit alors les rideaux, de longs rideaux gris, assez faibles pour que la lumière puisse y transpercer, assez faibles pour que la lumière puisse les transpercer, assez faibles pour que la lumière puisse transparaître. Il ouvrit les rideaux, ces rideaux gris, infimes, faits d'une manière et d'une matière tellement infimes, cousus par les propres mains de la mère de Maëla, sa mère à lui. Maëla qui avait fait son propre mobilier en tant que sculptrice, sa mère qui elle était couseuse. Elle cousait des meubles, des draps, elle cousait des meubles, parfois elle faisait même les protections des chaises, que Maëla faisait avec ses mains. Avec ses propres mains, Maëla en tant que sculptrice faisait parfois des chaises. Quand elle était jeune, Maëla, avec sa mère Adélaïde, qui vivait très loin du détroit, elle était une couseuse professionnelle. Elle cousait des draps de lit, des survêtements, des vêtements, des robes, des jeans, des t-shirts, des pulls. Elle cousait des vêtements. Elle faisait ça, c'était son temps libre. C'était son métier. Elle cousait. Elle faisait des choses comme ça, artistiques. Parfois, les choses qu'elle faisait comme ça étaient juste artistiques. Les choses qu'elle faisait parfois comme ça étaient juste artistiques. Mais dans son temps libre, elle cousait des choses qui avaient de l'importance. Des vêtements, des draps de lit, des survêtements, des vêtements, ou encore des dessus de chaise, en velours, en osier, en velours, en osier, en velours, en tissu, en osier, en tissu. Cela dépendait de la chaise qu'elle faisait. Cela dépendait de ce que Maëla avait déjà sculpté à l'avance. Maëla, elle était dans la cuisine, réfléchissait en coupant les fruits exotiques, en pressant le jus d'agrumes, qui se mélangeait à l'odeur de l'encens. En faisant cela, en apportant tout à table,
pendant que les deux filles, ses deux sœurs, Mandy et Miranda, pendant que Mandy et Miranda étaient assises l'une à côté de l'autre, à partager des comptes fans auxquels elles étaient inscrites, lorsqu'elles étaient en train de partager des comptes fans auxquels elles étaient inscrites, de lire des commentaires, de partager des commentaires, de lire des histoires ou des fictions qui avaient été écrites par les fans. Ces comptes fans qu'elles partageaient, qu'elles lisaient, auxquels elles discutaient plus tard. Pendant ce temps, Maëla regardait ses filles sur le côté. D'un regard brief, elle les regardait, partager, rigoler, rire, ou alors se moquer des commentaires. Sur Twitter, sur Messenger, ou encore sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Bref, elle rigolait entre sœurs. Maëla, elle se souvenait des souvenirs avec sa mère qui était une couseuse professionnelle, qui cousait des vêtements, qui cousait de l'osier, du velours, du tissu, de la soie, du cachemire, habillée dans sa robe noire en cachemire. Sa robe noire en cachemire, en velours, avec de longues manches, des manchettes qui lui arrivaient jusqu'au bout des mains. Des manchettes qui lui arrivaient jusqu'au bout des mains, qui étaient en velours noir, qui laissaient juste transparaître ses doigts, tels des mitaines. Des deux côtés, tels des mitaines, des manchettes en velours noir laissaient transparaître ses mains, juste ses doigts, mais lui arrivaient aux mains, faisant de cela des mitaines qui lui agrippaient les mains. Des mitaines qui lui agrippaient les mains, des manchettes qui lui agrippaient les bras. Dans sa robe en velours et en soie noire, on pouvait apercevoir son dos, ses omoplates se plier à chaque mouvement, à chaque fois qu'elle coupait un fruit, qu'elle en prenait un autre, qu'elle le versait dans le saladier. On pouvait y voir le mouvement des omoplates, se plier et se contorsionner, en coupant les fruits et en les mettant dans le saladier. On pouvait voir son dos bouger. Alternativement, avec le même mouvement, on pouvait voir ses omoplates bouger. Reproduire encore et encore alternativement le même mouvement. Cette robe de nu qu'elle portait, cette robe de nu, faite de velours, de soie noire et de velours noir, avec des manchettes qui lui faisaient des mitaines au bout des mains, laissant transparaître ses doigts. Elle pouvait y voir que des chaînes, par-delà son buste qui était voyant, par-delà son buste qui était voyant, son dos qui était tout aussi voyant, par-delà lesquels on pouvait voir que des chaînes dorées et argentées, faites de dorure et d'argenterie, étaient en train de relier le côté gauche au côté droit, ce qui faisait d'elle une femme dans une robe de nu. Son buste dans un collant V plongeant, dans lequel on pouvait voir des dorures qui étaient dans les tissus, qui faisaient autour d'elle un phénix qui grimpait le long de sa poitrine, tout en atterrissant sur son dos et en reposant sa tête sur son épaule droite. Son aile qui arrivait sur son épaule gauche, ce phénix qui traversait sa silhouette, qui remontait jusqu'à sa poitrine, reposant sa tête sur son épaule, ainsi que son aile déployée sur l'autre épaule, son dos nu à la vue de tous, ressentant l'air frais de l'intérieur, éclairé par le soleil, par-delà lesquels il y avait des chaînes en dorure et en argenterie qui traversaient le côté gauche au côté droit, qui étaient accrochées au tissu, aux lanières, accrochées au tissu et aux lanières, accrochées à l'argenterie et à la dorure. Les tissus qui avaient été cousus pour cette robe la mettaient en valeur. À la cuisine, elle était partie dans les couloirs, sobres, obscurs, sombres, éclairés par de lumières tamisées sur les côtés, près des portes. À chaque porte, qui était en sapin, en bois massif, chaque porte en bois massif, en sapin,
était éclairé d'une lumière tamisée. Bref, les couloirs étaient sobres. Autour de ces couloirs, il y avait une baie vitrée qui montrait toute l'ampleur du détroit. Une baie vitrée qui montrait toute l'ampleur du détroit. Pendant ce temps, dans sa chambre, Samuel était en train de se préparer. Il sautillait sur une jambe, mettant son jeans délavé, lui faisant des trous et des déchirures. Mettant son jeans délavé, gris, lui faisant des trous et des déchirures au niveau des jambes, il mettait alors son jeans délavé, qui lui faisait des déchirures au niveau des jambes, des trous au niveau des jambes, au niveau des genoux. On pouvait y voir transparaître des morceaux de tissu qui se défaisaient avec le temps. Avec l'âge et avec la vieillesse, avec le temps passé, jour, après avoir mis ses vêtements, après avoir mis ce jeans, ce vêtement en particulier avait vieilli avec l'âge. On pouvait y voir que le tissu s'était défait, que les trous étaient plus déchirés que d'habitude, que la déchirure qu'il y avait au niveau de ses genoux était plus grande qu'avant, plus grande qu'il ne le pensait. En sautillant sur une jambe, il mit alors son jeans. Ils regardèrent alors les chaussures qu'il pouvait mettre. Il avait des Nike, des Nike Air, des Adidas et des Jordan. Ils regardèrent alors les Jordan, les Nike Air, les Adidas. Ils s'accroupissèrent devant son armoire noire à 2 étages. Ils regardèrent les Jordan, les Nike, les Adidas. Il prit alors la décision de prendre ses Adidas Gazelle. Les Adidas Gazelle étaient celles qui lui avaient été offertes par son père. Il prit la décision de les mettre. Seulement il réfléchit peu de temps après, et vit alors ses soupras noirs, avec une semelle blanche qui avait été déchirée par le temps, tout comme son jeans qui avait pris de l'âge, et qui avec le temps avait été déchiré de plus en plus. On pouvait y voir ses genoux transparaître de plus en plus. Ce jeans déchiré et délavé qu'il portait, par-delà lequel il avait mis une ceinture Diesel Industrie, un t-shirt collant V qu'il allait bientôt mettre par-dessus ses épaules. Il mit alors ses chaussures, tout en s'asseyant sur son lit. Il mit alors ses chaussures. Tout en s'asseyant sur son lit, il mit ses chaussures, qu'il prit près de lui. Des soupras, avec une semelle blanche, des soupras montantes, rouges, d'un rouge vif. D'un rouge vif, ces soupras montantes, avec des lacets blancs, ainsi qu'une semelle blanche, déchirée par le temps, usée par le temps. Avec l'usure et le temps, ces soupras n'étaient plus si rouges que ça, toujours aussi rouge vif, mais elles étaient aussi déchirées et aussi sales et délavées que son jeans. Aussi sales et délavées que son jeans, il prit alors la décision de les mettre. Sales et délavées, recouvertes de terre, d'humidité, sentant la terre et l'extérieur, sentant l'extérieur, l'humidité et la pourriture, ce dans quoi il avait marché quand il les avait mis la dernière fois. Il prit alors les chaussures, mit son attelle qu'il accrocha à son genou, une attelle qui lui arrivait jusqu'au genou, jusqu'au-dessus du genou, et qui lui descendait jusqu'au tibia. Cette attelle qui lui permettait de marcher à cause de l'accident de voiture. Cette attelle qui montait jusqu'à son genou, qui se pliait pour pouvoir marcher, et qui descendait jusqu'à sa cheville. Jusqu'à son tibia et jusqu'à sa cheville, il portait une attelle noire, faite de métal dur, ainsi que d'un matériau complexe qui avait été fabriqué spécialement pour cette attelle. Un matériau complexe, noir et endurci qui avait été fabriqué spécialement pour cette attelle qui lui arrivait au genou, par laquelle il y avait une articulation qui avait été faite pour pouvoir bouger. Une articulation faite de matériaux tels que du fer, tels que du métal, tel qu'un matériau spécial noir, qui pouvait être du latex,
recouvert de latex pour pouvoir faire bouger l'articulation. Ce matériau spécial, le latex, avait été recouvert par-delà où il y avait l'articulation. Il mit alors son attelle, qu'il passa dans sa chaussure. Il mit tout d'abord sa première chaussure, du côté droit, ainsi que du côté gauche où il mit l'attelle, avec l'articulation en latex. Cette articulation en latex qui laissa transparaître les mouvements, ce matériau noir qui pouvait être plus que spécial, ce matériau noir qui pouvait être plus que spécial, il le mit alors à sa jambe. Du fer, du métal, peu importe le matériau, il l'a mis. Cela l'aidait à marcher, il ne pouvait pas marcher sans. Il pouvait pas marcher sans, cela lui compliquait la tâche. Il mit alors ce matériau spécial à sa jambe. Il mit alors cet attelle qui lui permettait de marcher. Il mit alors cet attelle qui lui permettait de marcher, ce matériau spécial qui maintenait sa jambe droite et qui lui permettait de ne pas faire de faux mouvements. Le latex qui le permettait de bouger. Le latex qui permettait sa jambe de bouger aléatoirement, de faire les mouvements de marche arrière et de marche avant. Il mit alors l'attelle, la fermèrent avec des scratchs, mit sa chaussure et partirent devant sa sœur, devant son frère, devant sa mère, devant Mandy, devant Miranda, devant Max qui était en train de lire Jujutsu Kaisen, face à son pancake sur son assiette, face à la table, les deux épaules pliées sur le côté, les deux épaules pliées sur le côté, une main contre son menton, tenant son livre, passant la page avec ses mains, une main contre le menton, son bras qui était appuyé contre la table en verre. Jujutsu Kaisen, le manga qu'il tenait dans l'autre main par laquelle il réfléchissait, se tenant le menton, se passant le pouce sur les lèvres, passant page après page, lisant son manga. Il réfléchissait, ne prêta pas attention à son frère qui passait par derrière. Son attelle, en matériau noir, ses chaussures rouges, ses soupras rouges montantes, déchirées et usées avec l'usure, déchirées avec le temps, ses soupras rouges avec la semelle blanche qui en était devenue brune et grise à cause de la terre, de la poussière, de l'humidité et de la pourriture dans laquelle il avait marché. Son jeans déchiré, qui avec le temps était tout aussi usé que ses chaussures qui sentaient l'humidité dans lesquelles il avait marché, bien avant qu'il ne les mette. Ce matériau qui lui maintenait la jambe, qui lui faisait mal de temps en temps, auquel il ne se plaignait pas de porter une attelle, car il fallait comprendre le poids de la souffrance pour pouvoir en juger des actes qui se passent après. Pour lui, il fallait tout simplement comprendre le poids de la souffrance pour pouvoir en juger des actes. Il était prêt, il avait son attelle, il avait ce matériau qui lui tenait la main, car il avait aussi une attelle à la main. Il avait aussi une attelle à la main, un matériau pliable avec du latex qui permettait les mouvements de ses doigts. Cette attelle qu'il avait à sa jambe, cette attelle qu'il portait à sa jambe, qui lui permettait le mouvement au niveau du pli de sa jambe, cette attelle qui lui permettait le mouvement au niveau du pli de sa jambe, faite de latex et de matériaux noirs, tout comme celle qu'il avait à sa main qui lui permettait le mouvement de ses doigts. Il partit, il prit les clés de sa voiture et montèrent alors par les escaliers. Pour arriver en bas, ils montèrent par les escaliers, prit le 2e étage, le 3e étage, et sur le toit, ils arrivèrent à l'endroit où ils devaient arriver, le garage,
et il prit sa voiture, sa Ford Fiesta, garée un peu plus loin. Une fois en haut, après avoir pris l'escalier, l'ascenseur, être passé par la salle de bain, s'être regardé, s'être brossé les dents, s'être parfumé, s'être coiffé et s'être habillé, ils passèrent par les couloirs profonds, qui lui paraissaient familiers. Ces couloirs profonds qui lui paraissaient familiers, après être passé par sa chambre, après avoir regardé s'il n'avait rien oublié, sa chambre dans laquelle il y avait sa PS4 sur laquelle étaient disposées les deux manettes, sur laquelle les deux manettes étaient disposées en dessous un meuble dans lequel il y avait plusieurs livres qu'il aimait bien lire, tels que Divergent, encore 50 nuances degrés, tels que Labyrinthe, ou encore certains autres livres que son père aimait beaucoup lire. Certains autres livres que son père aimait beaucoup lire, qu'il gardèrent près de lui comme un souvenir. Ces livres qu'il gardèrent près de lui, Divergente, Hunger Games, Labyrinthe, tous ces livres qu'il gardait près de lui, Hunger Games, Labyrinthe, Divergent, 50 nuances degrés, tout ce qu'il lisait, ils les gardèrent à côté de ce que son père lisait. Ils les gardèrent à côté de ce que son père lisait, des livres plus intéressants, plus mythologiques, plus spécifiques, avec beaucoup plus de conviction et avec beaucoup plus d'intérêt par rapport à la psychologie et à la conviction des choses, la psychologie et la mentalité. Son père s'amusait souvent à recruter des livres qui avaient beaucoup d'intérêt à ses yeux. Son père était comportementaliste. Et comme aujourd'hui il n'est plus de ce monde, regardant ses livres, regardant le contraire de ses livres à lui, regardant les livres de son père, il y avait un léger contraste, un léger contraire par rapport à ce que lui lisait et ce que son père lisait. La plupart des livres que son père lisait étaient tirés d'histoires vraies, tandis que ce que lisait Samuel n'était pas tiré d'histoires vraies, mais inventé, tout bonnement inventé, des fictions, telles que Divergent, telles que Labyrinthe, telles que Hunger Games, ou encore 50 nuances degrés, n'étaient que fiction, n'étaient que personnages inventés, que dialogues et monologues inventés, qu'espace et que lieux inventés, ce n'était qu'espace et que lieux inventés, des endroits qui n'existaient pas, qu'on a repris et qu'on a réinventé, qu'on a recadré pour en faire autre chose, tandis que ce que lisait son père, c'était de la biologie, de l'étymologie, des fictions qui parfois étaient tirées d'histoires vraies, de l'étymologie de certaines choses, de la biologie, des fictions qui pouvaient être intéressantes par rapport à son métier, des fictions sur des personnes qui s'avéraient avoir existé, ce qui s'avère devenir un livre historique. C'était souvent très psychologique, parfois fictionnel. Il regardait alors ces livres, parfois fictionnels, parfois pas, parfois mythologiques, parfois psychologiques. Parfois il y avait quelques livres érotiques sur lesquels il se basait, car son père n'était pas seulement comportementaliste, mais étudiait aussi la nature humaine, les désirs charnels notamment. Il était donc parti, n'avait rien oublié, regardait alors une dernière fois son bureau, couvert de livres, couvert de jeux vidéo, couvert de films qu'il aimait bien regarder, des films et des fictions, des livres et des romans, des jeux vidéo, ses deux manettes,
au-dessus de son armoire sur lequel son bureau était posé. Son bureau était posé sur le mur, juste contre le mur, à côté. Contre le mur sur le côté, et contre le mur qui passait juste devant. Une armoire qui était posée au-dessus, le bureau qui était passé à côté, la télé qui était juste devant lui, devant la télé et derrière lui, son lit. Ils se retournaient et regardèrent alors son bureau, sur lequel il y avait ses livres, ses jeux vidéo, ses fictions, ses écrits, ses devoirs et ses cours, son casque de moto, sa veste en cuir blanc et noir, ainsi que certains sacs qu'il avait bien avant d'être ici. Certains sacs qu'il avait abandonnés à leur gré, qu'il avait bien avant d'être ici. Des sacs militaires, car Samuel avait fait le service de l'armée. Samuel avait fait le service de l'armée de guerre, l'armée militaire. Il avait fait l'armée de l'air, il avait fait l'armée militaire, l'armée de la terre. L'armée de la terre et de l'air lui était fatidique. Il avait dit à ses parents qu'il voulait faire et suivre cette vocation. Il voulait suivre cette vocation, faire l'armée de l'air et faire l'armée de la terre. Car son père a toujours été fasciné par les volatiles. Mais son père est mort sur terre. Donc il s'est dit qu'il suivrait la vocation de son père, mourir sur terre et être fasciné par l'air. Être fasciné par les oiseaux, les volatiles, ce qui peut voler, les aigles royales, ou encore les rapaces qui volent et qui traquent leur proie en tournant en cercle jusqu'à les voir par terre. Une vision impitoyable, un tempérament incontestablement prédateur, impitoyable, un comportement de chasseur. Les aigles royales, les rapaces, tous ces volatiles, ils en étaient son blason, ils en étaient sa conviction même, car son père a toujours été fasciné par l'air, par le fait qu'on puisse voler, mais il est mort sur terre d'un grave accident de voiture. Il s'était dit alors de conviction et de passion. De passion et de conviction, proche de son père, il s'était dit qu'il ne lâcherait plus jamais le service de l'armée de l'air et l'armée de la terre. Il ne le lâchera plus jamais. Jusqu'au jour où il l'a lâché, après une grave blessure à la jambe. Cela lui a donné le courage de continuer à vivre malgré la croix qu'il doit porter. Cela lui a donné le courage de continuer à vivre malgré la croix qu'il doit porter une attelle qui lui monte jusqu'aux genoux, lui permettant des mouvements faits avec du latex. La simplicité des mouvements et la spécificité des mouvements qui sont permis grâce à la mobilité en latex qu'il porte à son attelle, ainsi que celle qu'il a à la main, la mobilité et la vélocité de ses mouvements, autant à la main qu'à la jambe, la vélocité de ses mouvements permettant à son attelle de lui faciliter la tâche, de marcher beaucoup mieux, de pratiquer et de pouvoir marcher, lui simplifier la vie. Il avait une attelle, il avait une pathologie, il avait une croix à porter. Il le savait, mais décemment ils partirent. Il mit alors son sac derrière, ouvrirent la porte de sa Ford Fiesta. Ils ouvrirent la porte de sa Ford Fiesta, déposèrent les clés, mirent le contact, et partirent à travers le garage qui était fait de briques noires sur lesquelles il y avait de petits luminaires. Des petits luminaires qui laissèrent le garage dans l'obscurité, mais qui éclairèrent le soir, lorsqu'on pouvait voir la 911 de Maëla, la mère de Samuel, la Ford Fiesta de Samuel, ainsi que la voiture de ses sœurs. La voiture de ses sœurs, qui était une Range Rover,
qu'on pouvait voir, une voiture qu'elles se partageaient mutuellement, voiture qu'elles se partageaient, ainsi que la 911 de sa mère, une 911 blanche garée sur le côté, en dessous d'un drap pour pouvoir la protéger, près d'un endroit du garage dans lequel il y avait l'obscurité, juste éclairé par un simple néon, une lumière tamisée. Tout comme son garage, tout comme son endroit, l'endroit dans lequel il avait garé sa Ford Fiesta. Mais il était déjà sur la route. Il savait que la lumière derrière lui s'était allumée, que le garage s'était refermé, que derrière lui le garage était dans l'obscurité, que les lumières infimes du garage, les lumières tamisées, étaient en train d'éclairer son emplacement, l'emplacement de celui de sa mère, où sa Porsche 911 blanche était sous un drap, ainsi que la Range Rover qui était à côté. Les lumières éteintes, les portes fermées, le garage se refermèrent. La porte se fermèrent derrière lui. Ils partirent de la maison, après avoir regardé sa chambre, vérifié les portes et les couloirs, s'être recoiffé, s'être parfumé, s'être habillé et avoir pris sa douche chez lui. Il est parti, a ouvert son casier, est arrivé en classe, devant les portes du lycée. Devant les portes du lycée, devant les portes de l'école, car il devait passer par l'école pour déposer son frère, Max. Devant les portes du lycée, pour lui, il ouvrit les portes. Il laissa partir Max à l'école, qui était parti, qui avait tout bonnement pris son sac et rejoint ses copains. Ils partirent alors plus tard, lorsqu'il vit Max s'enfuir dans les couloirs et partir dans sa classe. Lorsqu'il vit Max partir dans sa classe, il prit alors la route vers le lycée. Il ouvrit son casier, passèrent les portes, ouvrirent les portes, rejoignirent ses copains, qui l'attendaient impatiemment près du lycée, qui l'attendaient impatiemment. Ils marchèrent avec eux dans les couloirs, rejoignirent leur casier, ouvrirent leur casier, déposèrent leurs cours et attendirent qu'il sonne. En attendant, ils fumèrent une clope, une cigarette, qui ensuite fut écrasée par terre par leurs propres chaussures. Ils leur posèrent des questions comme « Est-ce que ça te dérange pas trop ton attel? T'es sûr que ça te fait pas mal ?» Ils répondaient toujours la même chose. Samuel répondait toujours la même chose. « Non, ça me fait pas mal. » Jusqu'à ce qu'il vût arriver sur une moto, une Yamaha. Jusqu'à ce qu'il vût arriver sur une Yamaha un jeune qui n'était jamais venu auparavant. Jeans noirs, t-shirt gris collant V déchiré seulement dans le dos, ainsi que des baskets, des Nikers blanches et rouges, tout comme ses Supra qui étaient rouges elles-mêmes, des Nikers blanches et rouges, des lacets bleus, bleu vif. Ils sortirent alors de sa moto, enlevèrent son casque. Le premier regard qu'il fut était attiré par le sien. Le premier regard qu'ils lancèrent était attiré par celui qu'il fut lancé. Le regard qui lui fut lancé était attiré par le sien. Son regard était attiré par le regard qu'on lui a lancé. Ils sortirent alors de sa moto, mit un cadenas, se penchèrent pour mettre le cadenas, en prit la clé, mit la clé dans sa poche, se retournèrent, et tous les deux se lancèrent le même regard. Ses copains, après lui avoir posé des questions, ses copains le taquinèrent en lui disant « Tu seras allé lui parler? Il te regarde. » Il ne répondit pas sur l'instant, il était toujours focalisé sur ce qu'il voyait, sur qui il voyait, sur la personne qui lui avait lancé un regard et qui ne lui avait toujours pas parlé, qui n'était jamais venu auparavant. Et ses copains continuaient derrière, il ne les entendait quasi plus. Il continua à le taquiner. « Tu devrais aller lui parler, il te connaît pas, tu le connais pas, peut-être que ça va le faire. » Tous étaient en train de lui dire qu'il y avait peut-être un feeling entre eux deux. Ils lui parlèrent de choses simples, telles que du fait qu'il aimait bien son casque, qu'il aimait bien sa moto, la manière dont il était habillé, pourquoi il était là et qui il était. Il lui dit alors, en enlevant son casque et en le prenant sous son épaule, sous son bras, il prit alors son casque sous son bras
et gardèrent alors son casque en main, et lui dit alors dans les couloirs, en rejoignant son casier, qui se trouvèrent à quelques mètres du sien. Sur le même côté, sur la même rangée, à quelques mètres du sien, ils trouvèrent son casier. Ils rangèrent son casque, ainsi que sa veste de moto, qu'ils gardèrent sur lui. Ils y rangèrent ses affaires, ses cours, et ils lui demandèrent alors, « Et toi, t'es là depuis quand ?» Ils répondirent alors en regardant vers le bas, tout en regardant sa cuisse, ainsi que son mollet, ainsi que son tibia puis son pied. Ils relevèrent la tête tout en traversant la même trajectoire de regard qu'il avait parcouru, sa cuisse, sa jambe, son mollet, son pied, son mollet, sa cuisse et sa jambe. Ils traversèrent la même trajectoire, le regardèrent, le regard vers le bas, il lui dit alors, les yeux dans les yeux, après avoir regardé sa jambe, « Bah, je suis là depuis mon accident. » C'est alors que Sylvan lui dit, « Moi c'est Sylvan. Je suis désolé, j'ai pas fait attention. » Et il lui dit alors, « C'est rien, c'est pas grave. De toute manière, je sens rien. Puis regarde, j'ai une articulation en latex. Ça permet la fluidité modérée des mouvements, c'est plus facile. Et de toute façon, c'est du matériau dur. J'ai la même chose à la main. » Encore une fois, Sylvan s'exclama. « Ah merde, désolé, j'avais pas vu. » Plus tard, après avoir parlé de son attel, après avoir suffisamment parlé de son attel et de ses malheurs, après avoir parlé de tout ce qu'il avait dû porter dans sa vie, la croix qu'il devait porter, la mort de son père, l'attel qui lui permettait la fluidité de ses mouvements, la vélocité de sa marche dans le couloir, ses mouvements qui lui paraissaient fluides grâce à l'articulation en latex qui était à l'extérieur, telle qu'à sa main, la vélocité et la fluidité de ses mouvements, telle que l'articulation en latex, cela lui paraissait simple. Il partit alors comme s'il n'avait pas son attel, à la main, ni à la jambe, comme s'il était une personne comme les autres. Il partit alors. À deux, ils buvèrent un café à la cafétéria de l'école. Il lui offert alors un café noir, lui disant qu'il en avait besoin, qu'il n'était pas assez réveillé, qu'il se sentait mal de ne pas avoir remarqué qu'il avait une attelle à la main et à la jambe, de lui avoir posé la question et de lui avoir dit qu'il s'appelait Sylvan, qu'il faisait de la moto, qu'il était professionnel et qu'il avait peut-être un avenir dans ce monde-là, et que lui ne portait pas d'attelle, ni à la main ni à la jambe, qu'il n'avait rien perdu, rien à porter et qu'il n'avait pas de croix, pas nécessairement de personne qu'il avait perdu. Ils se regardèrent alors dans les yeux, et c'est alors que ses copains arrivèrent peu de temps après. Peu de temps après, ses copains arrivèrent, mais peu de temps après. Ils traversèrent alors les couloirs, peu de temps après, à deux, peu de temps après que ses copains soient arrivés. Ils traversèrent les couloirs. Ses copains étaient arrivés, les avaient ennuyés, les avaient taquinés entre eux deux pour pouvoir faire connaissance, leur disant qu'il y avait un feeling entre eux deux. Après cela, ils sont partis. Leurs copains aussi sont partis, rejoignant leur voiture, rejoignant sa moto, remettant son casque, lui faisant un clin d'œil, lui disant qu'il se reverrait peut-être plus tard, après avoir bu un café à deux. C'est alors que Samuel rejoigna sa voiture, sa Ford Fiesta. Il ouvrit la porte, mit le contact et partit. Lui fit salut de la main. Une fois sur la route, il mit son casque derrière, envoya un message à sa maman. Maëla. Maël, appelé par les filles, Maëla, appelée par Samuel. Il envoya un message à sa maman, sa mère, la personne qui l'a mis au monde. Et il lui dit alors qu'il avait rencontré quelqu'un et que peut-être, si c'était possible, il pourrait l'inviter pour pouvoir lui montrer que cette personne tient beaucoup à lui.
Seulement, la mère lui avait dit: On a quelque chose de prévu, mais je peux peut-être me débloquer. Il lui envoya alors un clin d'œil. Rien de plus. Le jour suivant, après s'être rencontrés, Samuel était rentré chez lui, avait déposé ses affaires, ses magazines, son livre qu'il avait dû étudier, l'avait déposé, l'avait enfin fini. Il l'avait fini, il l'avait enfin terminé. Il l'avait déposé sur les magazines qu'il lisait, des magazines sur le pop art, sur la Renaissance, sur le baroque, sur toutes ces sessions qui ont traversé l'art, toutes ces sessions qui ont traversé l'art, le baroque, le pop art, le contemporain, la Renaissance, toutes ces sessions d'art qui ont passé des années à perpétuer et à passer d'une étape à une autre, à travers l'art et l'histoire de l'art. Ils lisèrent alors ces magazines. Ils les déposèrent pendant un instant, ouverts devant lui, et ils tournèrent les pages, sans même lire les articles. Ils ne lisaient que quelques mots. Ils regardèrent les peintures, les œuvres d'art, survolant les pages, survolant les lignes, les phrases, les mots, les ponctuations, les paragraphes et les textes qui étaient écrits. Les textes qui étaient écrits, les mots, les phrases, les ponctuations, les lignes, il ne faisait que les survoler. Il ne lisait pas réellement, mais on pouvait apercevoir, à travers le mouvement de ses yeux, qui de gauche à droite se balançait, de gauche à droite, passait à la ligne et se balançait toujours de gauche à droite. On pouvait apercevoir qu'il lisait quand même, mais survolait les mots, survolait les phrases, survolait les textes et les paragraphes. Par contre, les œuvres, on pouvait regarder qu'il en avait un regard fixe dessus. Ils fermèrent alors les magazines, prirent le suivant, regardèrent le suivant. Ce fut pareil, ils survolaient les mots, les paragraphes, les titres. Ils survolèrent la ponctuation, les textes, ou encore même les icônes qui étaient inscrits. Les icônes qui étaient inscrits, les icônes qui étaient inclus, ils les survolaient. Ils ne regardèrent pas les titres, même ce qui était écrit en grand, ils ne les regardaient pas. Ce qui était écrit en grand, en gras, ce qui était écrit en italique, ce qui était écrit en petit, les textes, les mots, les phrases, ils les survolaient. Ils ne les lisaient pas. Lorsqu'ils tombèrent sur une page qui représentait une peinture entière, il avait le regard fixe. Cependant, lorsqu'il lisait, en survolant les mots, les phrases et les textes, son regard n'était pas fixe, mais passait de gauche à droite, s'arrêtait et passait à la ligne. Ils déposèrent alors les magazines, déposèrent le livre au-dessus, partirent près de son sac, qui était dans le coin près du mur, la porte fermée, les lumières tamisées qui décoraient sa chambre, la pancarte sur le monde entier, la pancarte géographique qui décorait sa chambre, les synthèses de ses cours qui étaient disposées sur son bureau, son casque de moto, sa veste de moto, les manettes de jeu qui étaient mises sur une armoire sur le bureau qui était sur une armoire plate, en bas, en dessous desquels il rangeait des bacs dans lesquels il rangeait des choses, ses affaires militaires, des bacs dans lesquels il avait rangé ses affaires militaires à l'intérieur. À l'intérieur, il avait rangé ses affaires militaires. À gauche, il avait mis son service de l'armée de l'air. Et à droite, il avait mis son service de l'armée de la terre. Les bacs étaient disposés en 3 parties à côté,
Au milieu, il y avait ce qui n'était pas nécessairement important à lui. Important à lui, important pour ses sœurs, important pour sa mère, important pour tout le monde, mais surtout pour lui, car cela se trouvait dans sa chambre. Important pour sa mère ou important pour ses sœurs, il n'en avait pas nécessairement d'occupation. Il n'en avait pas nécessairement d'occupation. Ses occupations, c'était réviser, apprendre, lire, s'instruire ou encore faire du piano. Passer ses doigts sur les cordes de la guitare qu'il venait d'accorder. Il avait une guitare, effectivement, une guitare électrique, qu'il venait d'accorder. Il n'en passait que ses doigts il n'en passait que ses doigts sur chaque ligne. Il n'en passait que ses doigts, en faisait des sons, et réfléchissait en regardant le plafond. En regardant les lumières tamisées, les néons changeaient de couleur, la lumière qui éclairait sa chambre, sa table de nuit, faite de bois massif qu'avait sculpté Maëla, sa mère, recouverte d'une planche en verre qui lui servait de table, un pied de bois, une planche en verre qui lui servait de table, par-dessus lesquelles était disposé le livre préféré de son père, Les Fleurs du Mal, ouvert à la page à laquelle il s'était arrêté avant de mourir. Il avait continué pour lui, car il se disait qu'il était toujours en vie. Il n'était pas dans le déni, mais pour lui, d'un point de vue psychologique, comme l'étudiait son père, les personnes continuent à vivre perpétuellement à travers le cœur des autres. Il lisait alors Les Fleurs du Mal pour son père. Chaque soir, il se mettait à la fenêtre, regardait à travers, et il lisait pour son père en regardant le ciel, la lune qui éclairait tout Manhattan, qui était éclairé par la lune, par-delà lesquels on pouvait voir que chaque horizon était blanchâtre, et qu'il y avait une petite horizon infime, blanche, qui se mettait par-delà chaque silhouette de chaque immeuble. Le lendemain, il avait invité Sylvane à venir, qui était arrivée en moto dans sa rue, qui s'était garée près de sa voiture. Juste à côté, il y avait mis sa moto. À l'horizontale, il y avait mis sa moto, à côté de sa voiture, qui était garée à la verticale. Il avait sonné, on lui avait ouvert, il lui avait ouvert. C'est alors qu'ils prirent un café à deux. Encore une fois, il lui fit la même remarque. « T'en as bien besoin ? Tiens, un café allongé, noir. » Il lui fit la même remarque, qu'il avait bien besoin d'un café allongé, noir. Il lui offrit alors ce café, sur lequel il se mit à parler alors de son attelle, de la manière dont son père est mort, de pourquoi il a cette attelle, pourquoi il en a une à la main, ainsi qu'à la jambe. N'était-ce pas suffisant d'en avoir une seulement à la jambe? Pourquoi la jambe gauche? Ils lui expliquèrent alors tout. Ils lui expliquèrent que la main, c'était à cause de l'accident de son père, qu'il avait coincé sa main dans la tôle, qu'il a dû extraire sa main pour s'en retirer, que depuis l'articulation de son pouce ne fonctionnait plus comme elle ne fonctionnait avant. Sylvane le regardait, tout en regardant son café noir allongé, le liquide dans la tasse se reflétait par les reflets de la lumière du lustre juste au-dessus d'eux. Juste au-dessus d'eux, le reflet du lustre qui se reflétait dans le café. Sylvane, le regard dans le liquide à l'intérieur de la tasse, regardant son café noir allongé. Il était sur le fauteuil, lui-même allongé, les jambes croisées. Samuel le regardait et lui dit alors tout ce qu'il savait, seulement que ce soir-là, ils avaient fait un accident, qu'il avait dû extraire sa main de la tôle, que cela lui semblait froid, brut, sec et abrupt. Cela lui semblait abrupt de retirer sa main alors qu'elle était coincée. Il essaya quand même,
mais il en fit une scarification et en laissèrent une petite cicatrice infime qui ne se voyait quasiment pas, mais avait scarifié le nerf par-delà l'articulation de son pouce, ce qui lui est doté maintenant de porter une attelle à la main. La jambe, c'était lorsqu'il fit son service de l'armée de l'air. Il était tombé de trop haut. Cela lui fit une scarification dans la jambe, qui scarifia l'un de ses nerfs, ainsi que l'articulation de son genou. Ils portèrent maintenant une attelle qui lui montèrent jusqu'au genou, fait d'un matériau spécial ainsi que de latex, pour pouvoir permettre la vélocité ainsi que la perpétuelle continuation d'un mouvement qui serait plus humble pour lui. Un mouvement qui serait plus humble pour lui, ainsi que la vélocité d'un mouvement. Ils lui expliquèrent alors comment fonctionnait son attelle, qu'il devait d'abord la mettre par là, rentrer sa main, puis passer le scratch, ainsi que pour la jambe, passer sa jambe, passer le tibia, passer le genou, passer le scratch au-dessus, le scratch devant, le troisième et le deuxième. Ainsi fermer le tout, et pour avoir la vélocité et la simplicité des mouvements, ils lui expliquèrent que ce qu'il y avait sur les côtés, les embouts sur les côtés en latex, lui permet d'avoir une vélocité, une manière de marcher plus simple et plus habile pour lui. Ce qui permettait d'être plus habile, ce qu'il ressentait réellement, ils lui expliquèrent alors tout de fond en comble. Que son attelle lui permettait d'être plus habile, plus agile, plus vélocide avec les autres, qu'il avait plus de vélocité. Il avait plus de vélocité, il était plus habile, plus agile, que cette articulation qui avait été faite en latex pour lui permettait d'avoir une jambe plus habile, plus utile, plus maniable et plus vélocide, plus simple à manier, qu'il savait marcher de mieux en mieux, et que peut-être un jour il aurait le droit de la retirer. Sa main, il lui expliquait que seulement un jour, il ne la retirera jamais. Sans savoir trop quoi penser, Sylvain dit la première chose qui lui vint à l'esprit. Il était en train de penser ailleurs. Il pensait ailleurs, il réfléchissait ailleurs, il regardait ailleurs, mais il l'écoutait. Patiemment, il l'écoutait ce qu'il disait à propos de son père, que la route était froide, qu'il avait vu le cadavre de son père, brûlé dans l'incendie. Bien avant que l'incendie ne se réclame, il avait vu le sang couler sur la route, partir sur la route avec le mouvement de l'eau sur les côtés. Que cela lui paraissait abstrait et absurde, lui paraissait totalement improbable, mais que pourtant cela était vrai, il avait perdu son père. Ensuite, ils partirent dans le garage à deux. Ils allumèrent les lumières, les allumèrent sur les côtés. Il vit alors les petites lumières brutes qui s'allumèrent sur les côtés de partout pour pouvoir ouvrir le garage, ainsi le refermer derrière eux. Le garage qui était dans l'obscurité, toutes ces petites lumières qui autour d'eux s'allumèrent. Les murs qui étaient bruts et noirs, dans l'obscurité on ne voyait rien. Ils montrèrent alors la voiture, laquelle était à qui? La Range Rover à ses deux sœurs, Mandy et son autre sœur. Mandy et son autre sœur qu'il ne voyait pas souvent, car son autre sœur voyageait à l'étranger. Elle voyageait à l'étranger, elle travaillait à l'étranger. Mais celle-ci était la voiture de Mandy. C'était bien elle qui l'avait payée, bien elle qui l'avait achetée. Mais elle la partageait. Elle lui expliqua alors, il lui expliqua, que celle qui est couverte d'une bâche est une Porsche 911 blanche qui appartient à sa mère. Que seulement son père travaillait chez Porsche et avait fabriqué la Taycan, l'avait dessinée, l'avait designée. C'était à lui qu'appartenait cette Porsche. Il l'avait designée, il l'avait dessinée, il l'avait proposée et ils l'ont faite. Ils l'ont vendue et elle a été sur le marché. Il lui expliqua alors pendant de nombreuses heures
tout ce qui est passé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qui est passé, tout ce qui ne reviendra plus. Son père qui est mort, le fait qu'il avait été designer de la Taycan, que le nom de Taycan lui est revenu, qu'il s'appelle bel et bien Samuel Taycan, que c'est son nom de famille, que sa mère, elle, est une sculptrice amatrice, renommée, voire même architecte d'intérieur, qui a elle-même fait et créé son intérieur. Elle a elle-même fait et créé son intérieur. Il lui racontait alors que les lits, les meubles, les fauteuils, la table, ainsi que les meubles de l'intérieur et de l'extérieur. Les meubles de l'intérieur et de l'extérieur, autour d'un café, il lui expliquait que c'était sa mère qui les avait faits, avec du bois massif, du sapin, du chêne, qu'elle était sculptrice et qu'avec des tables de verre, elle en faisait des tables. Avec des tables de verre, elle en cassait les morceaux, et elle en récupérait les fragments, et elle en fit des tables de nuit, des armoires, où elle en fit des étagères, qui étaient sous forme de verre, sous forme de bois, sous forme de fer. Elle était sculptrice, architecte d'intérieur, que les seuls meubles qu'elle n'avait pas fait dans la maison, c'étaient les meubles noirs. Les meubles noirs en cuir du Corbusier. Ces 6 fauteuils qu'il y avait autour de la table, en bois massif, faite de verre et de bois massif, cette table, à l'entrée avec le bouquet de fleurs, ainsi que le centre de table rouge, qu'elle avait décoré elle-même, c'était la table qu'elle avait fabriquée et qu'elle avait faite elle-même. Elle était architecte d'intérieur. Les seuls meubles qu'elle n'avait pas faits, c'étaient les 6 fauteuils autour, les 6 fauteuils du Corbusier, les 2 l'un en face de l'autre, en bout de table. C'était elle qui les avait faits. Par rapport à sa famille, Sylvain ne savait pas quoi dire. Il lui dit alors, sans réfléchir, la première chose qui lui vint à l'esprit. « Je t'aime bien. » C'est alors qu'il prit sur le côté, légèrement. Il lui prit la joue, la passèrent dans la nuque. Samuel fit le même mouvement, passèrent sa main sur sa nuque, qui montèrent le long de sa joue, passèrent sur sa nuque. Ils se rapprochèrent, il se prit les côtes, se passèrent les mains au-dessus des épaules, les mains qui descendirent le long des épaules, les mains qui descendèrent le long des épaules, qui descendèrent le long des omoplates, le long des omoplates, se rejoignant l'une à l'autre, sur le côté, sur les côtes. Ils s'embrassèrent et passèrent leurs mains le long de leurs joues. Le long de leurs joues, ils s'embrassèrent, se couchèrent sur le lit, se regardèrent l'un en face de l'autre. Ils se sont embrassés. Ils ont passé leurs mains sur leurs côtes, sur leurs omoplates, descendant leurs mains jusqu'à leur dos qui fit descendre leurs mains jusqu'à leur bassin qui remontèrent leurs mains jusqu'à leurs côtes qui remontèrent leurs mains et qui s'appuyèrent sur les omoplates de Samuel. Samuel qui était couché sur le lit, Sylvain qui était au-dessus de lui, les mains contre ses omoplates, ainsi que contre ses clavicules. Il s'était couché à côté de lui, les mains contre ses pectoraux, lui caressant les omoplates par en dessous de la couverture du lit, lui caressant les omoplates par en dessous de la couverture du lit, lui caressant le ventre, se couchant sur lui et l'embrassant. La nuit s'était éteinte avec eux deux, ils fermèrent les yeux. Une nouvelle fois ils fermèrent les yeux, se réveillèrent le lendemain matin, où l'on put voir que Sylvain s'était servi dans les tiroirs et était déjà occupé à couper des fruits en tranches, à presser des agrumes pour faire du jus, à faire des pancakes, à avoir mis la table. Avec un couteau en main, il se réveilla, s'appuya sur la table et regardèrent alors sur le côté, d'un air satisfait, Samuel qui s'était réveillé, avec une tasse à la main
Il lui servit du café avec du lait, du sucre, et pour lui, pour Sylvane, un café allongé qu'il s'était servi et qu'il s'était fait. Noir comme la lame du couteau et comme le couteau qu'il tenait en main, son café noir allongé qu'il tenait en main à deux mains, était bel et bien en train de chauffer. Ils tenèrent alors la tasse qui était en dessous de la machine à café. Ils tenèrent la tasse qui était en dessous de la machine à café. Son café était en train de chauffer, de couler. Son café noir allongé, aussi noir que la lame du couteau qu'il tenait. Tenant un couteau en main, un couteau à une lame noire, un couteau aux manches noires, ils passèrent alors son regard sur le côté, et il vit Samuel, avec une tasse vide, qu'il tenait en main, fermement, avec ses deux mains. En main, il lui posa la table sur le bar. Ils lui posèrent la table sur le bar, et lui dit alors, « Après, tiens, tu m'en fais un ?» Ils l'embrassèrent en s'avançant vers lui, déposèrent son café sur le côté. Ils déposèrent le couteau noir, à la lame noire et aux manches noires, sur le côté, mit la protection et le déposèrent à côté de la tasse de café. Le déposèrent à côté de la tasse de café, qui était vide, la tasse de café qui était remplie, mais qui était en dessous de la machine à café, se remplissant peu à peu, devenant de plus en plus chaude et de plus en plus remplie. Et une fois que la machine à café se mit à sonner, il prit sa tasse de café, il la déposèrent à côté de la sienne, qui était vide, et il mit la sienne, et commencèrent à mettre un café allongé, mettant un cachet de café, à l'intérieur, une capsule, mettant un petit cachet de café, comme ils appelaient ça, à l'intérieur de la machine à café, une capsule, et il lui dit alors en se retournant vers lui, « Café allongé, simple, sucré lait ?» Ils le regardèrent, souriant d'un coin de ses lèvres, souriant d'un coin. Il lui dit alors, « Ouais, c'est ça. » Il prit alors une pomme dans le saladier, qu'il croqua crue avec la peau, et c'est alors qu'ils regardèrent comme ça, mangeant une pomme crue, avec la peau. Sylvane le regardèrent pendant un instant, et dit alors, « Tu vas manger ça comme ça ?» Il lui répondit alors, « Ouais. » Sylvane, qui avait le couteau à nouveau en main, lui dit alors, « Oui, mais c'est juste parce que j'en ai besoin en fait. » Ils avalèrent ce qu'il avait déjà mangé, redéposèrent la pomme qui était à moitié mangée, dans laquelle ils venaient de croquer, et ils la déposèrent sur le bar à côté des deux tasses de café, qui laissèrent une auréole sur le bar. Et ils déposèrent alors le couteau, qui avait été remis à sa place, avec le manche, avec l'embout, avec le cache pour la lame. Il prit alors le couteau qu'il avait redéposé juste avant de remettre sa tasse sous la machine à café, et lui dit, « Non mais j'en ai besoin pour faire une salade de fruits. » Samuel se mit à rire, légèrement, un sourire sur le côté, un sourire en coin. Il rigolait légèrement. Sylvane lui demandèrent alors « Pourquoi tu ris ?» Il lui dit alors « Non, c'est parce que tu as déjà pris les habitudes de chez moi. » Sylvane répondit alors avec le couteau en main, coupant la pomme que Sylvane avait vue, que Samuel mangeait. La pomme qu'il avait vue, bien avant qu'il ne se lève, qui était encore entière, bien avant que Sylvane ne puisse la prendre et que Samuel ne la mange, il la prit et il la coupa quand même si Samuel venait de mordre dedans. Ils la coupèrent et alors ils disèrent « Ces morceaux-là, ils seront pour toi. »
Samuel était là, devant lui. Silencieux, il lui dit « Pour moi ?» Sylvain lui répondit, avec le couteau et le cache sur la lame noire, le manche noir, avec le cache sur la lame. Il lui répondit alors « Bah ouais, pour toi. Les autres sont pas encore levés. » Samuel répondit alors « C'est vrai. » Ils partirent alors avec une assiette de pancakes dans le salon, qu'ils recouvrèrent d'abord d'une nappe. Ils recouvrèrent alors d'abord la table d'une nappe qui avait été brodée entièrement par la mère de Maëla. Maëla, sa propre mère, Adélaïde, avait cousu une nappe pour sa table. Elle lui avait donné les mesures, ce qui avait été pris, ce qui avait été fait, ce qui avait été cousu. Elle lui rendait cette nappe blanche sur laquelle avaient été cousues des dorures de plumes qui étaient reliées les unes aux autres, de l'argenterie qui était mise dessus. Ils déposèrent alors la nappe par-dessus la table, ensuite les pancakes, ainsi que le bol de salade de fruits. Ils remplissèrent l'un pour l'autre, le café l'un en face de l'autre, qu'ils mit alors sur la table qu'ils essuyèrent ensuite après avoir déjeuné l'un en face de l'autre. Lorsque tout le monde s'est levé, ils se dévouèrent alors tous les deux pour faire à manger pour les autres, car ils ont déjeuné bel et bien avant eux. Le matin, lorsque tout le monde déjeunait et mangeait ensemble, ils avaient fait exactement la même chose qu'ils avaient fait la première fois. Du jus d'agrumes qu'ils avaient versé dans chaque verre qu'ils avaient bu ensemble, des pancakes, une salade de fruits, des figues de Barbarie dans un bol qu'ils avaient laissé, du melon, du lard et du jambon qui avaient été grillés. Exactement la même chose, à juste titre, à juste près, à un détail près. Ils y avaient laissé des tartines grillées à travers lesquelles on pouvait sentir le carbonisé se mélanger à l'encens, ainsi que le jus d'agrumes qui était versé dans chaque verre, où chaque personne, Maëlle, Maëla et les deux sœurs, ainsi que Max qui descendait en courant avec son livre Jujutsu Kaisen en main, tenant la page à laquelle il s'était arrêté. Il descendait en courant, descendit, et demanda alors « C'est qui ?» Samuel le regardait et lui dit « C'est pas poli de répondre comme ça. » Lui dit alors « C'est pas poli de répondre comme ça. » Et pourquoi? Pourquoi ce serait pas poli? Max qui venait de répondre que pourquoi pas? Pourquoi ce n'était pas poli? Il répondit alors tout simplement parce que tu connais pas cette personne. Tu pourrais faire preuve d'un peu plus d'amabilité. Il lui dit alors bon vous êtes qui? Sylvain qui se tournait vers Samuel, s'accroupissant devant Max, lui tenant à la main et lui disant c'est Jujutsu Kaisen que tu lis? Max, tout excité, lui dit alors en tenant son livre ouais, j'adore ce manga, il est génial. Tu veux monter voir les autres? Il répondit alors peu de temps après, en lui redonnant son manga. Non merci, ça va. Puis moi je les ai tous lus. Jujutsu Kaisen en tout cas. Max regardait alors avec des yeux ébahis et épanouis. Dans les yeux de Sylvain, ils le regardèrent et il lui dit « Tout lu !» Lui, il fit « Tout. » Sylvain le regarda et lui dit « Juste tout. J'ai tout lu. » Il était juste bien, mais c'est un manga comme un autre. Max regardait alors Sylvain cette fois-ci d'un air un peu plus douteux,
et lui dit « Un manga comme un autre, c'est juste génial !» Samuel commençait alors à prendre son jeune frère par le dos et à le pousser un peu plus vers la porte, tout en disant « Bon, je crois que le débat sur les mangas va peut-être se refermer. » Max qui remontèrent les escaliers, son jeune frère qui remontèrent les escaliers, faisant un clin d'œil et un signe de la main avec son manga en main, lui faisant un signe de la main avec son manga en main, il lui fit « Salut !» lui dit « Salut !» et partit alors dans sa chambre, déposer son manga, redescendit tout aussi vite. Il redescendit tout aussi vite, déposèrent son manga, et tous ensemble ils déjeunèrent. Samuel lui avait un peu raconté sa vie, pourquoi il portait cet attel, pourquoi il avait cet attel au bras, à la main. Et c'est alors que les deux jeunes filles se posèrent des questions sur lui posèrent des questions. Comment est-ce que tu as rencontré notre frère? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez à deux? Toutes des questions qu'elles posèrent encore et encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez à deux? Comment ça s'est passé? Où vous vous êtes rencontrés? Vous êtes dans la même école? Toutes des questions auxquelles même Sylvain ne put pas répondre. C'est pas qu'il ne put pas répondre, c'est qu'il ne voulut pas répondre. Il préférait ne pas s'égarer, mais garder sa vie privée avec Samuel pour lui. Les deux jeunes filles s'obstinaient à lui dire « T'as une voiture? T'as une moto? Tu travailles où? Tu l'as rencontré où? Ça s'est passé comment ?» Toutes des questions auxquelles Sylvain ne répondit pas. Peu de temps plus tard, Samuel s'était un peu exclamé. Exclamé à la table. Samuel, qui s'était un peu exclamé à la table, dit alors à ses sœurs « Les filles, quand même, vous pouvez arrêter de lui poser des questions? Ça fait des heures que vous le mitraillez de questions, là. » Les deux jeunes filles, qui les regardèrent, quittèrent leur GSM à un moment donné. À un moment donné, elles quittèrent leur GSM des yeux. Après avoir scrollé sur des comptes fans et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, elles redéposèrent alors, toutes les deux, leur GSM par terre. Elles déposèrent leur GSM par terre, près d'un pouf sur lequel elles ont été s'asseoir. Toutes les deux en disant, alternativement, l'une après l'autre, « Bon, bah, si tu veux pas qu'on fasse connaissance avec les personnes que t'aimes bien. » Elles laissèrent un silence derrière l'affirmation qu'elles eurent envers leur frère. Elles laissèrent un silence derrière l'affirmation qu'elles eurent envers leur frère. Leur frère les regardait, levèrent les yeux au ciel, soupirant, inspirant et expirant. Il prit alors Sylvain par le dos, par les épaules, bras dessus, bras dessous. Ils partirent dans la chambre. Max les suivèrent. Avec son manga à la main, ils les suivèrent. Ils débarrassèrent la table avec sa mère, mais bien après cela, ils les suivèrent dans les couloirs, faits de briques noires, éclairées par des lumières tamisées. Après avoir débarrassé la table, l'avoir lavée, et avoir refait le plan de table avec sa mère. Ils suivèrent alors Samuel et Sylvain, jusqu'à la porte de sa chambre, la porte en sapin, en bois massif, sur laquelle il était écrit « Close Up ». Cette porte sur laquelle il était écrit « Close Up », sur laquelle il était écrit « Fermé », interdit aux parents, bien d'autres choses, ainsi qu'un autocollant des ACDC. Cette porte sur laquelle il y avait beaucoup de choses, beaucoup de décorations, un autocollant fermé, sur laquelle il était écrit et inscrit Close Up, un autocollant des AC/DC, un t-shirt fan d'un groupe de rock particulier qu'il avait tout bonnement accroché à sa porte. Il ouvrit alors la porte
et à l'intérieur, Sylvain s'asseyait sur le lit. Resta muet pendant un instant, regardait alors ses cours, ses multiples cahiers déposés les uns sur les autres, ainsi que ses feuilles qui étaient déposées à côté de ses stifs, sur une armoire noire qui était en bout de lit, ses feuilles A4 qui étaient au-dessus des stifs, en bout de lit sur une armoire noire, un bloc de feuilles A3 sur lequel il y avait des trousses, des crayons, des marqueurs, des stifs noirs, afin de marquer ce qu'il dessinait, de signer. Ils lui montrèrent alors tous ses dessins. Sylvain, lui, ne faisait que répéter qu'il était doué. Tandis que il ne faisait que répéter qu'il était doué, tandis que Samuel, qui lui, était dans une douche, dans sa chambre, tandis que lui, qui était dans une douche dans sa chambre, sortant de la douche, il retira son t-shirt. Samuel, qui se levèrent, qui alors retira son t-shirt, le déposa à côté de Sylvain, qu'il regardait, qui lui se levèrent, et qui arrivèrent juste à côté de lui, passèrent son bras sur son épaule, son bras sur son autre épaule, et les rejoigna par derrière. Ils s'embrassèrent, tous les deux debout, qui s'étaient rejoints près de la douche. Samuel, qui était encore mouillé, humide, tout droit sorti de la douche, il ne s'était pas séché et n'avait nullement pris d'essuie. Sylvain, qui venait de l'embrasser. Ils tombèrent alors à deux sur le lit, et s'embrassèrent, se passant la main dans les cheveux. Plus tard, la nuit qui était venue plus tard, ils se regardèrent, se dit alors leur secret, entre eux, se racontèrent leur passé, leur futur, leur présent, ce qu'ils avaient envie de construire, ce qu'ils avaient envie de devenir, ceux qu'ils avaient envie de devenir, les personnes qu'ils avaient envie de côtoyer, comment ils trouvaient son frère, comment ils trouvaient leur sœur. Sylvain répondit alors, un peu collante. Tout en rigolant, il répondit à Samuel, un peu collante. Samuel, qui lui rigolait, un sourire en coin, il rigolait, et il lui répondit, t'inquiète pas, de toute façon, je pense la même chose. Ils s'embrassèrent une nouvelle fois, se regardèrent dans les yeux, à travers lesquels on pouvait voir que dans les yeux de Sylvain réfléchissait l'obscurité. Ses yeux bruns sombres, pratiquement noirs, tandis que dans les yeux bleus de Samuel, on pouvait y voir se réfléchir la lumière de dehors, les tours de Manhattan, les tours de New York, les tours de Détroit. Les tours de Détroit et les tours de New York se réfléchissaient à travers ses yeux, tandis que l'obscurité du mur sur le côté qui était face à la vitre, le mur qui était face à la vitre se réfléchissait dans les yeux de Sylvain. Des yeux sombres et bruns. Cela dépendait de la lumière, parfois ils étaient bruns, parfois ils étaient mocha, cela dépendait de la lumière, mais là ils étaient sombres. L'obscurité du mur face à lui, un mur peint en noir, décoré de deux lignes rouges, se réfléchissait dans ses yeux. C'est alors qu'il vit ça à l'intérieur de ses iris. Samuel lui dit alors à Sylvain, le rouge, ça te va bien. Ils lui demandèrent pourquoi, et lui répondèrent tout simplement, il y a les deux lignes rouges sur le mur noir qui se réfléchissent à l'intérieur de tes yeux. Sylvain dit alors à Samuel, et toi Manhattan, ça te va bien. Ils lui demandèrent pourquoi. Il lui dit alors, dehors, ça se réfléchit à travers tes yeux. Ils rigolèrent ensemble, ils s'embrassèrent et passèrent la nuit, lorsque Manhattan et le détroit s'éteigna sur leurs yeux. Après un débat avec lui-même, dans la chambre face à la fenêtre,
La vue perçante de Manhattan et les tours infinies et vastes se succédant, sans fin, nuit et jour, éclairant par l'infime lueur du soleil, qui se berçait à la cime des immeubles, les briques carbonisées d'un rouge intense, brûlant comme des braises, sous les couleurs rouges et ocres, sous le coucher du soleil de Détroit. Assis, une chaise à la fenêtre, les yeux vers le bas, tenait tête à ses pensées. Sylvan, lui, le regardait de loin, torse nu, en boxer, sous les graphiques militaires noirs et roses, et les épaulettes de strass dorées, de son t-shirt, aux coudes vêtus de strass argentées, elles aussi, perturbées par ses démons, et les questions insoutenables de son passé et de la mort de son père, n'était qu'un aperçu de ce qui allait se passer. Passant avec délicatesse ses mains sur son torse, Samuel était perdu dans ses pensées. Sylvan était juste derrière lui, posant avec délicatesse sa main sur ses épaules et sa tête sur son épaule droite, sa main sur son épaule gauche. Les passant avec délicatesse et sensualité sur ses omoplates. Samuel sentait ses mains parcourir son corps. Se retenant de pleurer, Sylvan sécha ses larmes, se mit face à lui, sécha ses larmes, et lui dit « Ça te dit un concert de Kim Petras ?»« De qui ?» répéta-t-il. « Ça te dit un concert de Kim Petras ?» Perdu dans ses pensées, il releva la tête, cessa de pleurer, après avoir séché ses larmes, et passé son pouce sous ses yeux, dont Sylvan, qui l'embrassèrent tout en passant son pouce sous ses yeux pour sécher ses larmes. Il lui répéta alors « Ça te dit un concert de Kim Petras ? J'ai des passes VIP pour Running Up That Hill. » Ils partirent et prirent la route. C'est ce qu'il s'était passé ensuite. Ils étaient partis de Détroit. Après qu'un tueur caché dans les bois, armé d'un fusil d'assaut calibre 950 JDJ, ait endommagé le bras de Samuel, face à Sylvan, seul et sans défense, devant lui-même, lui ôter la balle du fusil, ciblée dans le centre du nerf radial, essayant de rester plus calme, le plus calme possible, tout en pensant et tout en prenant ses distances avec la ville de Détroit. Arrivé à l'hôpital, sous construction, dans l'aile interdite. Arrivé à l'hôpital, sous construction dans l'aile interdite. Arrivé à l'hôpital, sous cortisone, aux soins intensifs, près de l'aile interdite qui avait été abandonnée sous cause de travaux indéterminés. Se réveillant avec Sylvan à ses côtés, allongé sur son buste, passant sagement sa main sur son torse, lui faisant d'infimes caresses. Lors d'une soirée chez des amis, leur vie a dangereusement tourné au cauchemar. Après avoir subi des ecchymoses, des hémorragies externes et de nombreuses souffrances qui aujourd'hui l'ont amené à devenir un mannequin et détenteur à vie d'un bras bionique qui lui facilite la vie au point de contrôler la lumière, le Bluetooth, les appareils électroniques tels que les indispensables, la lumière et les écrans. 24 heures plus tard, ils sortirent de la piscine, prirent le nécessaire pour partir à la plage, se disant que les espaces seraient soi-disant plus grands, plus agréables et plus chouettes à vivre. Ils partirent pour la plage, remplirent alors la Rolls-Royce Cullinan avec des chaises en bois qui avaient été sculptées par Maëla, la mère de Samuel et la belle-mère de Sylvan,
Maëla, qui était toujours autant sculptrice, toujours autant créatrice et architecte d'intérieur, passait souvent les voir. La belle-mère et la mère de Samuel, Maëla, avaient sculpté des chaises pour eux lors de leur première rencontre, de leur premier encart, la première fois qu'ils se sont vus, la première fois qu'ils ont été présentés. Maëla avait sculpté des chaises qu'elle avait gardées chez elle, mais auxquelles elle ne leur avait pas dit qu'elle allait leur offrir. Lors de leur enterrement de vie de garçon, dans leur nouvelle maison, cette maison-ci, leur nouvelle maison en bord de falaise, leur enterrement de vie de garçon, Maëla s'est présentée avec 2 chaises en bois, dont une plus petite, pour leur fils. Leur fils qui les attendait en haut, et les regardait partir. Il avait les pieds dans l'eau, dans le bassin de la piscine. Il était assis sur le rebord, il avait les pieds dans l'eau, regardant l'eau briller, tels des diamants qui étaient plongés dedans. Tels des diamants qui étaient plongés dans l'eau de la piscine, il regardait l'eau de la piscine briller à travers le soleil, le coucher du soleil, puis plus tard, la nuit, le reflet de la lune. L'eau ne brillait plus autant qu'avec le reflet du soleil, mais avec la lune on pouvait l'apercevoir sombre et obscure, dans laquelle on avait l'impression qu'on avait versé des diamants, des centaines de milliers de fragments de diamants, qui avaient éclaté en des millions de petits morceaux, faisant des reflets qui brillaient avec la nuit, autant qu'avec le jour. Il avait les pieds dans l'eau, et il en regardait le reflet le jour. Le jour, il en regardait le reflet, et c'est alors qu'il partit. Plus loin, il partit, vers la plage, à 2, Sylvain et Samuel. Ils prirent alors les chaises qui avaient été sculptées par Maëla, qui leur avaient été offertes le jour de leur enterrement de vie de garçon. Le jour de leur enterrement de vie de garçon, ce jour-là, le 3e jour avant d'habiter dans cette maison, 24 heures plus tard, ils avaient pris les chaises, ils avaient arrangé la maison comme bon leur semblait. La maison était arrangée autant comme bon leur semblait de l'intérieur que de l'extérieur. À l'extérieur, il y avait leurs fleurs préférées. Des oiseaux du paradis, des iris blancs, des iris jaunes. Il y avait aussi des lotus dans une petite mare, à l'exception de la piscine, dans une petite mare qui se trouvait sur le côté, il y avait des fleurs de lotus qui s'éclaircissaient le jour, qui s'ouvraient et qui éclorent avec le temps, devenaient blanches et rosâtres la nuit. Blanches et rosâtres la nuit, jaunes avec une certaine lueur à l'intérieur, les pistils, bruns et orangeâtres, noires lorsqu'elles s'ouvraient, rouges lorsqu'elles étaient fermées, lorsqu'elles étaient écloses et qu'elles étaient ouvertes, blanches et rosâtres avec la lumière. Sur la plage, Sylvain avait son matériel de couteau, des couperets, des couteaux, des lames, des couteaux noirs, avec une lame acérée qu'il venait de polir, une lame qu'il venait de polir, qu'il venait d'acérer, qu'il venait d'aiguiser. Il avait son matériel de couteau, des aiguiseurs, des lames, des couteaux noirs, des petits couteaux, des grands couteaux, de toute taille, de toute forme. Il avait des couteaux de boucher, des couteaux de cuisine, des couteaux à sushi, des couteaux à viande, des couteaux à pain, des couteaux à fromage. N'importe quel couteau, il les avait tous. Un assemblage de couteaux, des couteaux noirs. Un assemblage de couteaux, un assortiment qui était rangé dans une boîte, genre par genre, couteau à sushi, couteau à pain, couteau à fromage, couteau de cuisine, grand couteau, petit couteau, moyen. Il prit alors le grand couteau noir,
le couteau de cuisine, le plaça à côté du couteau à fromage. Couteau à fromage qui était placé à côté du couteau à sushi qui était placé à côté du couteau à viande. C'est alors qu'ils sortirent une boîte, un réfrigérateur transportable, qu'ils sortirent du coffre de la culinane, qu'ils avaient garé un peu plus loin. Derrière eux, on pouvait voir et on pourrait apercevoir. Ce que l'on pouvait voir et que l'on pourrait apercevoir derrière eux était leur fils, trempant ses pieds dans l'eau. La silhouette de la maison, regorgeant d'une lumière vive, tout autour de la silhouette de la maison. Cette lumière vive, blanche, jaune ocre, d'un jaune puissant, qui éclairait l'intérieur autant que l'extérieur. On put y voir leur maison de l'extérieur. Par-delà le détour de la silhouette, il y avait la clarté de l'eau de la piscine qui réfléchissait avec la lumière de la lune. Il y avait les pistils des lotus dans la mare sur le côté. Il y avait aussi les oiseaux du paradis, orangeâtres, devenus rouges avec la lumière de la lune et le coucher du soleil. Eux deux qui étaient assis face à l'océan, un océan qui était bleu-azur. Eux deux qui étaient assis face à l'océan, cet océan qui était bleu-azur. Derrière eux se reflétait la silhouette noire de leur maison. Sous l'influence de la lumière de la lune, une infime lumière blanche recouvrait la silhouette de leur maison, leur enfant qui les regardait, les pieds dans l'eau, dont on pouvait apercevoir que l'intérieur était allumé, que lui se trouvait à l'extérieur, les pieds dans l'eau, que eux deux sur la plage, Sylvain et Samuel, étaient en train de se faire un dîner entre amoureux, à deux, se tenant la main sur la plage, assis les jambes tendues, se tenant la main. Sylvain s'occupait des couteaux, de couper, de déchiqueter, d'arracher, de trancher, tandis que sur le côté, sur la plage, sur le sable fin et blanc, la nuit, il y avait Samuel qui, sur le côté, s'occupait de mettre la table, de disposer les chaises qu'on leur avait offertes le jour de leur enterrement de vie de garçon. Il revint alors à minuit vers la maison. Les lumières s'étaient éteintes, la nuit s'était éteinte, la lune éclairait leur maison, et la lumière de l'extérieur s'était éteinte. La piscine s'était éteinte, les lumières de la piscine s'étaient éteintes, tout s'était éteint. Tout s'était éteint, la lumière extérieure, la lumière de la piscine. Les iris étaient devenus noirs, tels les oiseaux du paradis étaient devenus noirs. Tout était plongé dans l'obscurité. Ils étaient rentrés chez eux après avoir passé le reste de leur journée sur la plage, ainsi que leur fils qui avait passé le reste de sa journée, les pieds dans l'eau, à regarder le reflet de l'eau. À regarder le reflet de l'eau, tel des diamants, regardant ses pères, Sylvain et Samuel, les pieds dans l'eau eux aussi, face à un océan bleu-azur. Leur jeune enfant qui regardait les diamants qui étaient plongés dans la piscine, qui en faisaient effet de reflet à travers l'eau écarlate et bleue de la piscine. Mais ce soir-là, plongé dans l'obscurité, la silhouette infime et blanche de la maison disparut à cause de la nuit. Ce soir-là, lorsque Drake, leur enfant, dormait déjà, on put voir dans leur chambre que la seule chose qui était éclairée, par-delà la sombre nuit, était leur poignet. Ils s'étaient fait un tatouage, par-delà lequel ils s'étaient promis de ne plus jamais le retirer, de ne plus jamais le couvrir, et de ne plus jamais ne pas y prêter attention. Ce tatouage représentait SI pour Sylvain, tandis que SA pour Samuel, ce qui représentait que chacun des deux qui s'était interchangé leurs initiales, était la seule chose qui était éclairée, leur tatouage SI que portait Samuel,
SA que portait Sylvan. Ils s'étaient interchangé leurs noms pour savoir que peu importe ce qui se passe, tous les deux seront toujours l'un avec l'autre, même séparés. C'était la seule chose qui importait. Dans cette nuit sombre, c'était la seule chose qui était éclairée. 1 heure avant qu'il ne fasse nuit noire, face à la mer, ils y installèrent les meubles de Maëla, qui ont été construits, forgés dans du sapin, du chêne et du bois d'ébène. Forgés, gravés, entrecroisés les uns dans les autres, formant un pied de table contemporain, moderniste et vintage. Mobilier, tables et chaises, également forgés et sculptés dans du verre et du noir carbone, fer, plomb et métal dur et puissant. Ils y installèrent tout sur le sable blanc et fin, qui échangèrent un baiser éternel avec l'eau et le mouvement des vagues. Drake descendirent de la piscine et rentra dans sa chambre, le temps de s'habiller d'un jeans, un jeans noir charbonneux et un t-shirt Hard Rock Café de Bangkok, retravaillé par Maëla, le même t-shirt qu'il portait, retravaillé par Maëla, dont les coutures et les épaulettes faites avec des vinyles. Drake ayant aussi pris son suite à capuche noire Nirvana, son t-shirt Hard Rock Café et son jeans noir carbone, habillé, une fois descendu, avec son suite à capuche Nirvana, accroché le long de sa taille, son jeans noir Nirvana, ainsi que son suite à capuche noire Nirvana, montrant un vinyle noir dont le milieu est rouge, estompé, signé et dédicacé blanc, sur le vinyle rouge et noir. Sur la plage, on ne put plus qu'apercevoir elle, cette plage de sable fin, blanc qui se mélangèrent à l'eau azur de face de la terre, qui se mélangèrent au sable fin et blanc de la plage, au sable blanc fin qu'il y avait sur la plage, qui parcoururent la baie, le sable blanc fin qui parcoururent la baie. On ne put plus qu'apercevoir elle, cette magnifique plage qui échangèrent un baiser avec les vagues qui rentrèrent en collision avec le sable. On ne put plus qu'apercevoir elle, Samuel, des lunettes de soleil sur les yeux. Allongé sur le sable, et Sylvan jonglait avec des couteaux, toutes sortes de couteaux, créant des étincelles en les aiguisant les uns contre les autres. Au sommet de la falaise, la maison, dont la baie vitrée qu'il y avait en face, la grande baie vitrée, la baie comme il l'appelait dans la maison. Au sommet de la falaise, la maison, la baie vitrée, face à une vue plongeante dans le vide de la falaise. Une nuée blanche infime parcourra la silhouette de la montagne, des falaises, ainsi que de leurs maisons ornant les roches de la falaise, grises, noires et estompées par l'érosion du temps, qui pas un geste plus loin, et plus loin, les oiseaux du paradis, pas un geste plus loin, le vent soufflait, qui plus loin, les oiseaux du paradis, aux côtés des fleurs de lotus, toutes deux jaunes dorées et blanches pures, par-delà la lumière du cocher du soleil, et les cris de Derek qui courèrent dans le sable et qui y laissèrent un écho qui résonnait sur les roches.